Alors, parmi les facteurs qui peuvent expliquer l'effondrement démographique des sociétés amérindiennes, c'est-à-dire le fait que leur population se soit effondrée, comme nous venons de le voir à l'aide de ces trois courbes qui illustrent l'effondrement démographique au Mexique, au Pérou et à Saint-Domingue, un effondrement démographique extrêmement rapide, hein, sur parfois à peine 70-80 ans. Eh bien, le premier facteur, ce sont les guerres, car pour conquérir ces territoires, les Espagnols, comme les Portugais, ont dû faire des guerres. Ces guerres ont, ont souvent également opposé des peuples amérindiens entre eux, hein, c'est-à-dire que les Espagnols ont joué des rivalités qui pouvaient exister entre les peuples amérindiens. Par exemple, je peux prendre le cas de l'Empire aztèque. Vous savez que les Aztèques pratiquaient les sacrifices humains, notamment sur les peuples qui leur étaient soumis. Donc, quand les Espagnols sont arrivés dans l'Empire aztèque et ont cherché à le conquérir, notamment par l'intermédiaire d'Hernán Cortés, eh bien, celui-ci s'est associé avec des peuples qui étaient en révolte ou qui ont profité de la présence des Espagnols pour se révolter contre l'autorité de l'empereur aztèque. C'est-à-dire que les quelques centaines d'Espagnols se sont associés à des milliers, voire des dizaines de milliers d'Amérindiens. Et donc, ces guerres civiles presque, qui ont été fomentées et soutenues par les conquérants espagnols, les conquistadors, eh bien, ces guerres ont fait des dizaines de milliers de morts, et surtout l'ensemble du continent ont fait des centaines, voire des millions de morts. Notamment aussi parce que les Européens avaient une supériorité militaire, hein. On avait vu la présence de canons, d'armes à feu, donc vous imaginez qu'il était facile de décimer les adversaires lors des combats. Ça, c'est le premier facteur, donc ce sont les guerres. Soit les guerres donc, entre les conquistadors et les Amérindiens, soit les guerres entre Amérindiens qui étaient, entre guillemets, provoquées et incitées par les conquistadors. Deuxième raison qu'on a évoquée précédemment et qu'on a vu notamment à travers les mines de Potosi, c'est ce qu'on a appelé le travail forcé. Vous êtes forcé de faire du travail, hein, ça correspond à une forme d'esclavage, hein. Les Indiens étaient contraints de travailler. Alors, quand ils travaillaient par exemple dans des mines comme les mines de Potosi, eh bien, ils travaillaient dans des conditions extrêmement difficiles et ils mouraient comme des mouches, hein, ils n'étaient pas très résistants. Donc, ils mouraient comme des mouches. Donc, autre facteur qui peut expliquer la baisse de la population. Troisième facteur, donc après les guerres et le travail forcé, c'est ce qu'on appelle la baisse de la natalité. Alors, la baisse de la natalité, ça signifie la baisse du nombre de naissances. Pourquoi il y a eu moins de naissances? Eh bien, tout simplement parce que quand vous êtes dans une situation qui est extrêmement stressante, angoissante, qu'il y a des guerres, qu'il y a des conquérants qui sont arrivés dans votre territoire, qu'il y a des villes qui ont pu être ravagées, incendiées, qu'il y a beaucoup d'instabilité politique et beaucoup de menaces, bien, c'est pas une période où on fait facilement des enfants parce que, ou que les enfants survivent aussi. Donc, la baisse de la natalité est une conséquence de cette situation particulièrement instable. Et puis, quand vous êtes employé, par exemple, les hommes à faire du travail forcé, eh bien, ils sont parfois séparés des femmes et donc plus de difficultés à pouvoir procréer. Mais le facteur qui va être le plus décisif pour expliquer l'effondrement de ces populations amérindiennes, c'est ce qu'on va appeler le choc microbien. Alors, qu'est-ce que c'est le choc microbien? Eh bien, c'est la rencontre en fait entre deux mondes, entre l'Europe et l'Amérique. Et en fait, quand les Européens vont débarquer en Amérique, eh bien, ils ne vont pas débarquer que avec leurs armes et leurs beaux uniformes, ils vont débarquer également avec leurs maladies. Et ces maladies qui sont très présentes en Europe et depuis longtemps, comme vous en avez ici quelques-unes, le typhus, la variole, la rougeole, la diphtérie, eh bien, toutes ces maladies, les Européens sont en quelque sorte habitués depuis des siècles et des siècles à lutter contre ces maladies, ce qui fait que leurs organismes ont commencé à développer ce qu'on appelle des anticorps. Et vous savez, on en parle beaucoup actuellement dans la lutte contre le coronavirus, hein. C'est un peu le principe de la vaccination, hein. Vous insérez une petite partie du virus qui n'est pas dangereuse pour que votre organisme développe des anticorps. Et bien naturellement, les Européens avaient développé des anticorps face à ces maladies, ce qui faisait qu'ils étaient plus résistants
Alors que les Indiens qui ne connaissaient pas du tout ces maladies, eh bien, quand les Européens sont arrivés, les Européens les ont contaminés et les Indiens sont tombés comme des mouches, ce qui explique pourquoi des populations ont été totalement décimées. C'est ce qu'on appelle donc le choc microbien. Et en échange, eh bien, les Européens ont ramené une maladie qui existait sur le continent américain, mais qui n'existait pas en Europe, qui s'appelle la syphilis, qui est une maladie sexuellement transmissible et qui était à l'époque hautement mortelle et très dangereuse. Une maladie qui existe toujours, hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se protéger, et pas que pour ces maladies-là. Mais voilà, ça a été un échange de maladies en quelque sorte, mais c'est surtout les Amérindiens qui ont subi vraiment ce choc lié aux microbes et qui en ont subi les conséquences avec une véritable hécatombe de la population et un effondrement véritablement vertigineux. Donc là, vous avez quelques exemples d'épidémies mortelles qui ont simplement touché la région de Quito dans l'équateur actuel, hein, c'est la capitale, et vous voyez cette succession des épidémies. Entre 1532 et 1618, il ne se passe qu'à peu près 80 années. Et vous voyez qu'on a eu plus d'une quinzaine d'épidémies, avec des épidémies de rougeole, de variole, de typhus, plusieurs fois de variole, certaines épidémies en 1604 non identifiées, donc on ne sait même pas ce que c'est, de la diphtérie, de la scarlatine, cette succession d'épidémies, eh bien, à chaque fois, tuer des milliers d'Amérindiens dans cette région, et au bout d'un moment, la plupart des habitants avaient été décimés. Donc retenez à peu près ces chiffres, hein, sur 25 millions de personnes qui existaient en Mésoamérique, hein, entre les Aztèques et les Mayas, eh bien, en un siècle, on est passé de 25 millions à peu près à 1 million. Donc, c'est-à-dire que la population a diminué de 24 millions, c'est-à-dire de 96% de la 95% de la population. Donc, c'est quelque chose, 96, c'est ça. C'est quelque chose de gigantesque, hein. Et puis, pour les Andes, eh bien, la population d'Inca est passée de 10 millions à peu près 500 000. Donc, elle a été diminuée par 20. Donc, une diminution pareil de 95%. Donc, ce sont des taux de diminution extrêmement brutaux et extrêmement rapides. Donc, ces Amérindiens tombant comme des mouches et étant décimés, eh bien, les Espagnols comme les Portugais vont devoir se poser des questions existentielles. Comment remplacer ces populations autochtones? Comment remplacer ces populations indigènes? Et certains vont avoir l'excellente idée, alors excellente, je mets évidemment des guillemets, hein, il faut faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui. Évidemment, ce n'est pas une excellente idée, ça va être l'instauration de la traite atlantique. Alors, la traite atlantique euh, va être mise en place donc entre la zone de capture des esclaves qui va être en Afrique et les zones de travail des esclaves qui va être en Amérique, notamment au Brésil, aux Antilles et sur la côte ouest de l'Amérique centrale et du continent nord-américain. Donc, ça va être donc la mise en place de la traite négrière, c'est-à-dire de l'achat en Afrique au début par les Portugais qui avaient l'exclusivité de ce commerce, l'achat en Afrique le long de la côte africaine d'esclaves à l'aide de souverains et de rois locaux, hein, qui vont fournir des esclaves aux commerçants portugais qui vont les acheminer ensuite sur le continent américain pour remplacer les Amérindiens qui sont décédés. Alors, il y aura également des esclaves qui seront ramenés au Portugal, hein, à Lisbonne, pour travailler sur place. Et ça va être donc la mise en place de ce qu'on va appeler la traite atlantique. Donc, ces esclaves vont être transportés par centaines, dont ce qu'on appelle des navires négriers, hein. Vous en avez un exemple ici qui représente un navire négrier au 19e siècle. Donc les esclaves, ils sont entassés sous l'entrepont, c'est-à-dire sous le pont. Alors ils sont pieds et poings liés, hein, dans des conditions extrêmement difficiles, hein. Et de temps en temps, on les sort à l'air libre, hein, pour les faire un peu respirer. On les lave à l'eau de mer et on les fait danser. Alors si on les fait danser, hein, c'est pas pour se donner en spectacle, c'est pour qu'ils se dégourdissent un peu les membres, hein. Et puis après, eh bien, ils retournent dans les cales où ils font le long voyage qui les mène de l'Afrique à l'Amérique, un voyage sans retour, hein, et dans des conditions extrêmement difficiles. Donc les esclaves donc, vont être, une fois qu'ils ont été achetés en Afrique, ils sont transportés sur les navires négriers et puis ils sont vendus
sur des marchés en Amérique, hein. C'est donc ce qu'on appelle la traite. Et puis ben, les bateaux ensuite vont retourner en Europe chargés de marchandises américaines, notamment des denrées qui n'existent pas en Europe, comme le sucre, ou bien des minerais, ou du bois précieux, ce qui va considérablement, évidemment, enrichir les marchands. Donc cette traite, elle vient s'ajouter à la traite qui existait dans le monde indo-arabe, hein, qui avait à peu près fait 16 à 17 millions de victimes, hein, entre le 7e siècle et le 16e siècle à peu près, et même un petit peu plus tard, puisqu'elle continue parallèlement. Alors que la traite négrière proprement dite, qui débute avec les Portugais et les Espagnols, hein, à partir du XVIe siècle, eh bien, elle va déplacer environ 11 millions d'esclaves noirs qui vont être transportés de leur continent vers le continent américain entre 1519 et 1867, le moment où l'esclavage va être aboli, notamment au Brésil. Alors, cette traite négrière n'aurait pas pu se faire hein, sans l'aide de seigneurs locaux, hein, de rois locaux, de rois africains, qui ont aussi leur responsabilité dans la mise en place de ce commerce. Et on a ici donc la description justement par un marchand vénitien qui est au service des Portugais, puisque les Portugais au début, rappelez-vous, de par le traité de Tordesillas, même si là on est un petit peu avant, on est en 1455, donc 40 ans avant, mais c'est les Portugais qui avaient exploré les côtes africaines et qui avaient installé des comptoirs, eh bien, ce commerçant vénitien explique comment il va récupérer des esclaves dans l'ouest de l'Afrique, hein. Il dit au niveau du fleuve Sénégal, il parvint au pays de Budomel. Alors Budomel, c'est pas le nom d'un pays, c'est le nom d'un seigneur local, donc un roi africain, et on lui avait dit du bien de ce roi et avec lequel on pourrait faire affaire facilement et qui payait raisonnablement ce qu'il achetait. Donc on voit que ce commerçant vénitien, il est venu avec des chevaux d'Espagne et d'autres choses fort recherchées au pays des Noirs et beaucoup d'autres marchandises comme des draps de laine ou des étoffes de soie mauresque. Donc en gros, il venait avec des marchandises d'Europe qu'il comptait eh bien, échanger contre des esclaves noirs. Donc, il est invité, comme on vous le dit ici, dans le royaume de ce roi Budomel, et il lui avait promis 100 esclaves en échange de ses chevaux et de ses marchandises. Et d'ailleurs, il est tellement content des services de ce marchand vénitien qu'en cadeau, il lui fait présent d'une fille âgée de 12 à 13 ans, noire et fort belle. Il me dit qu'il me l'a donnée comme chambrière, c'est-à-dire femme de chambre. Je l'ai acceptée et l'ai envoyée sur ma caravelle. Donc vous voyez que on n'avait pas beaucoup de considération pour la vie humaine, évidemment, et que eh bien, l'homme ou la femme noire était considéré littéralement comme une marchandise que l'on pouvait se donner en cadeau, comme le fait ce roi africain qui donne en cadeau à ce marchand vénitien une jeune fille de 12 à 13 ans et qui a donc transféré une centaine d'hommes noirs en échange de marchandises qu'apportait ce commerçant vénitien aux ordres des Portugais. Donc les Portugais ont mis en place tout un réseau commercial en lien avec des seigneurs locaux, charge à eux de leur fournir des esclaves de bonne qualité qu'ils pourront ensuite transporter en Amérique et vendre à prix cher. Voilà, bon, je vous laisse pour aujourd'hui. On en a fini avec ce cours. Bah, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir vers moi. Et eh bien, à la suite au prochain épisode. Bonne journée à vous. Au revoir les secondes.